Bonjour à tous. À la une de Smart Tech, on va parler de la régulation du cloud. Comment est-ce qu'on va pouvoir encadrer les fournisseurs de cloud qui sont aujourd'hui principalement les hyperscalers dans ce domaine, en tout cas en Europe? C'est une question qui se pose en termes de souveraineté, d'indépendance technologique et de protection de nos données. On débattra de ce sujet avec le député Philippe Latombe et évidemment un acteur du cloud français. Et puis nous aurons rendez-vous avec la nature ou comment le biomimétisme nous permet de trouver de nouvelles technologies en regardant ce qui se passe du côté de la biologie. Mais d'abord, je vous propose qu'on s'intéresse à cette mission cyber qui s'intéresse aux PME avec les premières recos dévoilées dans Smart Tech. Alors, on avait une mission cyber. Comment faire pour mieux protéger nos PME face à la cybermenace? On ne peut pas dire mission accomplie, mais en tout cas, mission remplie au sens où un rapport a été rendu par Michel Vandenberg, qui est mon invité aujourd'hui. Bonjour Michel. Bonjour. Vous êtes, je rappelle, le président du campus cyber, qui est ce lieu totem de la cybersécurité où l'on retrouve à la fois des acteurs publics et privés dans ce secteur. Vous avez récemment, je disais donc, remis à Monsieur le ministre Jean-Noël Barrot un rapport pour une plus grande cybersécurisation des TPE, PME, ETI. Alors, première question, quel est déjà le niveau de fragilité aujourd'hui des petites entreprises en France face à la cybermenace? Effectivement, cette mission, on l'a faite en interrogeant l'écosystème. On est aussi interrogé pour savoir ce qui se passait dans d'autres pays, les ambassades, etc., etc. Ce qu'on voit, c'est que, paradoxalement, les patrons de TPE, de PME sont conscients du risque cyber. Plus de 70% disent effectivement il y a un risque important. Mais à l'inverse, ils estiment que ce ne sont pas des cibles, en disant « moi, j'ai rien à protéger, j'ai rien de sensible, donc je ne suis pas une cible ». C'est aussi des gens qui disent on a le sentiment d'être cybersécurisé parce que notre sous-traitant nous a expliqué qu'il y avait un antivirus, qu'effectivement, qu'on était bien protégé. Et puis le troisième point qui est le plus important, c'est que surtout, ils ne sont pas conscients de leur dépendance au numérique. C'est-à-dire que ça a été tellement vite, cette numérisation, c'est que eux pensent que ça fonctionnera tout le temps, que c'est complètement immatériel, et c'est quand ça s'arrête, effectivement, soit suite à une cyberattaque, soit tout simplement par une panne informatique, qu'ils s'aperçoivent que leur entreprise ne fonctionne plus et que c'est là qu'elle est mise en danger. Donc c'est ça, je dirais, la grande leçon du rapport, c'est ils sont conscients qu'il y a des risques, mais ils ont l'impression que ça ne les concerne pas parce que ce ne sont pas des cibles intéressantes pour les pirates. Mais alors, s'ils ont l'impression que ça ne les concerne pas, est-ce que ça veut dire finalement le niveau de menace n'est pas si élevé? Si, parce qu'effectivement, les pirates ne ciblent pas. Les pirates, aujourd'hui, lancent des campagnes et ils vont ça atterrit dans les endroits qui sont les moins protégés et les plus fragiles. Donc, même si on ne se sent pas une cible précisément, on peut l'être par hasard, pratiquement, c'est ça? Mais c'est exactement comme ça que ça se passe. Le pirate lance des grandes campagnes de phishing sur toutes les adresses mail qu'il a disponibles. Si vous êtes dessus, vous cliquez sur le lien, vous cryptez l'ensemble de vos données et c'est là que la catastrophe arrive. Alors, venons-en à votre plan et les principales recommandations. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? En fait, ce qu'on propose au ministre, la première chose, c'est donner de la lisibilité. En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a plein d'entreprises, d'offreurs, des régions, des CCI, le SIGREF, etc., qui ont dit qu'il faut s'occuper des maillons faibles de l'économie française, qui sont les 4 millions de TPE. Donc tout le monde a créé des offres, des questionnaires, des diagnostics, etc., mais souvent un peu techniques, et souvent pas forcément adaptés à la cible qu'ils ont choisie. Donc, ce qu'on propose déjà, c'est de dire, essayons de donner beaucoup de lisibilité et de faire des questionnaires qui soient adaptés aux patrons de PME, et ou pas, au bout de la troisième question, on leur dit, est-ce que vous avez un VPN, est-ce que vous avez fait un scan de vulnérabilité, ou effectivement, les gens arrêtent de remplir le questionnaire parce que c'est trop technique pour eux. Donc, se mettre à leur niveau et donner de la lisibilité. Le deuxième point qu'on dit, c'est, il y a plein d'initiatives qui ont été faites, c'est créer une place de marché qui serait hébergée au campus cyber, ou vous vous renseignez, je suis boucher charcutier dans la Drôme, j'ai 8 salariés, ça vous donne le bon questionnaire, ça vous, en fonction de votre degré de maturité, ça vous oriente vers les solutions simples à mettre en œuvre. Et si votre région, parce qu'il y a des régions qui le font, finance votre sécurisation, parfois à 50, à 60, à 70%, ça vous l'indique et vous explique comment faire pour justement donner beaucoup de lisibilité et que quand ils décident de faire leur démarche, on puisse les accompagner. Mais cette plateforme de marché, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aurait une sorte de labellisation des offres vraiment capables de cybersécuriser les petites entreprises françaises? Plutôt un portail qui recense l'ensemble des offres qui ont déjà été faites, ne pas réinventer ce qui a déjà été fait. Et en fonction, s'il y a quelque chose qui a été... On puisse aller faire notre marché sur cette plateforme. Exactement. Voilà. Si la Bretagne a développé, par exemple, un portail dédié aux entreprises bretonnes, bah, qu'effectivement, si la personne va sur le portail national, ça l'oriente directement vers les bonnes solutions, vers les acteurs de proximité.
Voilà, ça, avec des coûts adaptés aussi, parce que ça c'est un sujet quand même, c'est les budgets que les PME peuvent consacrer aujourd'hui à la cybersécurité. Par exemple, on a lancé un projet avec la région Île-de-France où le diagnostic et la partie accompagnement est gratuite et financée par la région Île-de-France. Et si la petite entreprise décide d'installer des solutions pour mieux sa cybersécurité, il y a la moitié des coûts qui sont pris en compte par la région. Voilà, donc il y a vraiment une volonté d'être fait. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est faire à ce qu'on puisse donner cette information de façon extrêmement simple au patron qui a envie de pouvoir y accéder. Et aujourd'hui, il n'y a pas une plateforme qui recense de façon nationale ce qui pourrait être fait et mis en place aujourd'hui. Puis le troisième point, c'est justement enlever cette image de dire je ne suis pas une cible, donc sensibiliser les patrons de PME que la cybersécurité, effectivement, ils ne sont pas ciblés, mais ça peut leur tomber dessus à tout moment, et que quand ça s'arrête, effectivement, une entreprise sur deux qui ne paye pas la rançon dépose le bilan. Et ça, voilà, ça veut dire que c'est extrêmement grave. Et nous, souvent, quand on est contacté, les experts par ces patrons de PME, ce n'est pas pour les aider à réparer, c'est pour nous dire, on demande de payer en bitcoin, comment je fais pour payer la rançon? Parce qu'eux ont décidé de payer, parce que de toute façon, ils n'ont pas l'intention de laisser crouler leur entreprise. Voilà. Merci, merci beaucoup. Oui, peut-être un dernier point, voilà, et c'est servir aussi des connecteurs, des gens de proximité, par exemple les opérateurs. Quand ils vont installer Internet, une box pro auprès de ces professionnels, peut-être qu'ils puissent remettre un petit fascicule pour leur dire, voilà, vous allez maintenant être connecté au grand monde immatériel. Comment en faisant 3-4 points, vous pouvez vous protéger. Merci beaucoup Michel Vandenberg, président du Campus Cyber, donc qui pourrait héberger, pourquoi pas, cette plateforme d'offres de marché qui donnerait de la lisibilité à ces PME qui veulent se protéger des cybermenaces. Merci encore. Merci. À suivre, on va s'intéresser à la réglementation autour du cloud, parce que ça bouge en France. L'encadrement du cloud, des fournisseurs de cloud est d'actualité en Europe et puis aussi très très concrètement en France avec le projet de loi SREN pour sécuriser et réguler Internet et cette volonté de changer la donne dans ce secteur, d'ouvrir davantage ce secteur à la concurrence, d'obtenir une certaine indépendance technologique. Tout cela est dans ce texte ou pas, c'est justement ce dont on va débattre avec mes invités. Aujourd'hui, Sébastien Lescope est en plateau, PDG de Cloud Temple. Vous êtes un fournisseur français de cloud, donc un acteur directement concerné par ce projet de loi qui a été adopté récemment à l'Assemblée nationale. Ce fournisseur Cloud Temple est qualifié Secnum Cloud, ce qui est assez rare pour le signaler. Une qualification qui est donnée par l'ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Vous êtes également certifié HDS donc pour l'hébergement des données de santé. Je signale enfin que vous êtes le copilote du groupe de travail consacré au cloud au sein du comité stratégique de filière numérique de confiance. Merci d'être avec nous pour ce débat. Et puis à distance, connecté par Skype, Philippe Latombe, député donc politique très engagé au fait de ces sujets. Bien évidemment, vous êtes déjà venu régulièrement dans Smartech pour nous parler de ces sujets. Député MoDem de la première circonscription de Vendée, membre de la commission des lois à l'Assemblée nationale et membre de la CNIL. J'ai envie de vous poser déjà une première question à tous les deux. Je disais donc intention derrière les textes de réglementation autour du cloud, c'est de gagner davantage en indépendance technologique, d'ouvrir à la concurrence. Est-ce qu'il vous semble que ce texte va véritablement changer quelque chose? Peut-être, monsieur le député, vous voulez commencer? Écoutez, on a vraiment franchi une belle étape avec le DMA sur le sujet du cloud. Et SREN est venu en France appuyer sur les quelques angles morts qu'avait le DMA, notamment sur tout ce qui était crédit cloud, les fameux egress-fees, donc les frais de sortie, la réversibilité et la transparence. C'est l'ensemble des deux conjugués qui va permettre d'améliorer la situation du marché et de permettre d'ouvrir la concurrence, et notamment pour que des entreprises françaises et européennes puissent challenger les hyperscalers américains. Votre avis, Sébastien? Pour compléter, donc en tant que directeur d'entreprise, il est vrai que d'avoir une concurrence saine, et donc la loi SREN va en ce sens, est positif, ça permettra de se battre à armes égales, mais également, plus généralement, c'est un premier pas vers la régulation du cloud, où aujourd'hui on a très peu de lois qui s'appliquent, c'est un peu le Far West. Ça permet également d'engager à long terme la filière vers des objectifs de performance. D'accord. Donc vous dites, ça va dans le bon sens, mais est-ce que ça va changer la donne là tout de suite? Peut-être pas. Vous êtes plutôt sur du moyen terme. L'objectif derrière, c'est d'avoir au sein du gouvernement une stratégie industrielle
numérique. Et quand je dis industrielle, c'est une stratégie à long terme qui s'inscrit sur les 10 prochaines années. On est sur un temps long. Aujourd'hui, le cloud, c'est à peu près 12%. 12% des infrastructures sont externalisées vers des services de type cloud. 12%. C'est-à-dire qu'il reste encore, la majorité des infrastructures ne sont pas externalisées. On est au début. Donc, il y a une opportunité de marché. Il y a une opportunité de marché. Importante, voilà, mais on n'est pas certain que ça aille entre les mains, en tout cas, d'opérateurs européens. Les opérateurs européens ont pris du retard. Il y a en effet un effet de taille. Le fait de réguler, et ça permettra en fait de favoriser la filière française et européenne pour se battre à armes égales. On parlait du Crédit Cloud, des Egress Fees, qui sont aujourd'hui des leviers financiers qui sont utilisés par les hyperscalers pour justement se conserver leurs clients. Mais le plus important, c'est la politique stratégique, industrielle, et donc à long terme. Oui. Il y a une urgence aujourd'hui. Je fais partie du CSF. Ça ne se règle pas par un texte de loi, ça. Non. Alors, on va quand même rester sur ce texte pour essayer d'expliquer, parce que vous avez évoqué là quelques mesures, mais ça peut rester quand même assez obscur pour ceux qui n'ont pas une connaissance aussi pointue que vous de ce secteur du cloud. Qu'est-ce qui dit ce projet SREN sur le cloud, monsieur le député? Est-ce qu'il impose notamment certaines contraintes quant à l'hébergement de données sensibles? Parce que je sais que c'est un sujet que vous avez suivi de près. Alors, c'est un sujet qui a été... alors oui, il en contient. Le Sénat a introduit une mesure qui était l'article 10 bis A, qui disait que l'État devait héberger ses données sensibles sur des clouds immunes aux règles extraterritoriales non européennes. En gros, que ce soit que des clouders européens qui puissent héberger ce type de données. Ça a été supprimé à l'Assemblée, transformé, modifié par un nouvel article. La vraie question, alors on est dans une période un peu bizarre sur le texte SREN, puisqu'il a été voté à l'Assemblée nationale, il a été voté au Sénat, mais pour l'instant, la commission mixte paritaire n'a pas été convoquée, et donc il y a encore des ajustements sur ce texte, et très certainement que cette partie-là d'hébergement des données sensibles fera partie des ajustements entre l'Assemblée et le Sénat. Et puis, il y a une négociation européenne en cours qu'il ne faut pas négliger, qui s'appelle EUCS, qui est en fait l'équivalent de Secnum Cloud français, mais au niveau européen, et pour lequel nous sommes en grande discussion avec nos partenaires, notamment allemands et hollandais, qui, eux, ne veulent pas de règles d'immunité sur la partie extraterritoriale, alors que la France pousse pour que nous puissions avoir, sur les données les plus sensibles, une obligation d'immunité à ces règles extraterritoriales. Alors, elles sont américaines, mais elles sont aussi chinoises, elles sont aussi d'autres pays. Ce n'est pas simplement visant les Américains, même si ce sont eux qui ont l'immense majorité du marché. Et on voit bien que la Commission est plutôt encline en ce moment à écouter les Allemands et les Hollandais plutôt que nous. Preuve en est avec les appels d'offres remportés par Oracle et éventuellement par AWS sur la partie du cloud que la Commission souhaiterait voir hébergée par ces deux opérateurs. Alors, parce que pour l'instant, ce qui est dit dans le texte, c'est plutôt une incitation à recourir à des clouds qui respectent un référentiel, enfin pas un référentiel justement, mais la doctrine cloud au centre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, exactement ? Alors, la doctrine cloud au centre, c'est un référentiel qui a été mis en place par la DINUM et qui concerne les administrations publiques, les administrations et les opérateurs publics, avec un objectif premier, c'est de moderniser les systèmes d'information de l'État, et pour les données sensibles, et uniquement les données sensibles, de leur imposer en fait un cloud qualifié Secnum Cloud, ou un cloud de l'État, en tout cas, qui réduit très fortement la surface d'attaque. Pas forcément qualifié Secnum Cloud, qui est une qualification très difficile à obtenir. Absolument. Aujourd'hui, nous sommes que 5 à l'avoir obtenu. Qu'on peut comparer par exemple à la certification d'hébergeurs de données de santé, où il y a aujourd'hui 200 sociétés qui sont hébergées. Qui sont HDS. Qui sont HDS, excusez-moi, qui sont certifiés HDS. Oui. Et c'est ce qui est intéressant, vous parliez de données sensibles. On est tous conscients que la donnée de santé est une donnée sensible. Oui. Et il y a un sujet d'ailleurs, et le député Latombe pourra en parler, sur la convergence de la certification de l'hébergement de données de santé vers Secnum Cloud. Alors pour comparer les deux, Cloud Temple, quand ils ont passé la qualification, ça a été un investissement de... Laquelle ? Secnum Cloud, ça a été 7 millions d'euros, oui. 2 ans et demi de travail, une trentaine de collaborateurs à temps plein.
quand on a passé la certification HDS, c'était 10 jours d'un consultant pour adapter en fait le référentiel ISO 27001 en fait à HDS. Alors ça laisse un peu sans voix quand même, Philippe Latombe, d'entendre que finalement sur les données de santé, on a un référentiel plutôt faible. Qu'il faut renforcer. Ouais, il a le mérite d'exister, mais qu'il faut renforcer. Aujourd'hui, il ne garantit pas un niveau minimal de sécurisation des données qui y sont hébergées. Ouais. Monsieur Latombe, là-dessus, est-ce qu'on a quelque chose qui pourrait faire avancer ce sujet dans le texte de loi en ce moment? Alors oui, il y a eu. J'ai déposé un amendement en commission qui avait été retenu, imposant que les données de santé soient hébergées en Secnum Cloud. Le gouvernement a demandé à ce qu'on puisse le modifier en prenant l'engagement au banc de faire une convergence entre la certification HDS et la certification Secnum Cloud, Oui. avec des paliers. Et donc normalement, dès le début de l'année 2024, le référentiel HDS doit être modifié et va intégrer des règles de protection à la fois en cyber et des protections juridiques de type immunité aux règles extraterritoriales. En gros, on a vraiment deux exemples. Je ne vais pas les nommer, mais on a au moins un exemple de l'État qui est le Health Data Hub, la plateforme des données de santé, qui est aujourd'hui hébergée chez Microsoft, et elle détient l'intégralité des données de santé de nos concitoyens via le SNDS, qui est la base de la CPAM. On voit bien que ces données-là, vu leur acuité et leur ampleur, nécessitent d'être protégées, et nos concitoyens d'ailleurs nous le demandent. Mais est-ce que c'est réaliste, parce que ça c'est un argument qui a été opposé, d'imposer cette labellisation donc très difficile à obtenir? C'est que Numclab nous dit que c'est plus de 2 ans de préparation. Est-ce que c'est réaliste de l'imposer d'ici au 1er juillet 2024 à tous ceux qui sont hébergeurs de données de santé? Est-ce que c'est réaliste d'être ambitieux et de vouloir gagner notre autonomie stratégique? Je pense que oui. Après, c'est une question de calendrier. Est-ce que c'est réaliste de penser qu'on aura des acteurs français ou européens, à minima? Je pense que c'est qu'une question de calendrier. Oui, aujourd'hui, la filière française, et je fais partie du CSF, est solide. Cloud Temple est une société rentable. L'urgence est relative. Et comme je vous le disais, en fait, on est au début de la dynamique de Cloud. Le sujet, c'est de s'inscrire dans la durée et de construire une filière forte qui propose des solutions alternatives complètement aux hyperscalers. Alors là, on a plutôt abordé ce sujet sous le prisme de l'indépendance technologique. Il y a donc cet autre volet qui est celui de la compétition économique, de permettre davantage de concurrence et aussi aux entreprises de passer d'un cloud à un autre de manière plus facile. Vous avez évoqué, Monsieur Latombe, les crédits cloud, donc qui sont finalement des tarifs préférentiels que proposent les grands opérateurs de cloud pour garder le plus longtemps possible leurs clients. Là encore, le texte de loi n'est pas allé jusqu'au bout de ce que vous aviez recommandé, Monsieur Latombe. Malheureusement, non, il n'est pas allé jusqu'au bout. On limite l'utilisation des crédits cloud. En fait, les crédits cloud, c'est un peu du cloud gratuit. C'est du cloud gratuit, d'ailleurs. Le texte propose de le limiter à une durée d'1 an. Moi, je souhaitais, et un certain nombre d'entre nous souhaitions, que nous puissions le limiter et en durée et en montant, parce que 100 000 € de crédit cloud pendant 1 an, c'est pas tout à fait la même chose qu'1 million d'euros de crédit cloud pendant 1 an. On voit bien qu'il y a une question de montant. Et aujourd'hui, les hyperscalers sont très forts sur les crédits cloud parce qu'ils ont les moyens financiers de pouvoir en offrir beaucoup sur des montants importants. Ils étaient sans limite en durée et en montant. Là, il y a une limite en durée, il faut qu'on ait une limite en montant. Je pense que là aussi, la commission mixte paritaire pourra avancer sur le sujet. Ouais, qu'est-ce qu'on a? On est trop frileux en Europe sur ce sujet. C'est une déception pour les acteurs du cloud français dont vous faites partie, de voir qu'on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout des limitations des crédits cloud? Moi, je suis très content en tout cas que le sujet soit dans le débat public. Oui. Donc, je vois le sujet très positivement. Et comme je vous le disais, en fait, l'urgence est relative et je reste encore très optimiste sur le fait que dans les prochains mois, on soit capable d'avoir une compétition qui est plus égale. Donc, je reste très positif. Je suis naturellement un peu déçu. J'attends beaucoup de UCS, on en parlait tout à l'heure, qui est un vrai levier de croissance des sociétés nationales européennes. Aujourd'hui, la compétition avec la Chine, la compétition avec les États-Unis se joue au niveau européen. Elle se joue au niveau de la capacité d'innovation et donc de la surface de ces sociétés. Et ça se jouera uniquement à l'Europe.
Ouais. Donc, ce que vous attendez, ce sont les décisions européennes plus que françaises, finalement, c'est ce que vous nous dites. Les deux, il faut savoir que la loi SREN, c'est le Data Act, c'est une application des textes de loi européens aux lois Mais nationales. qui essaye d'aller plus loin. La France essaye d'aller un peu plus loin. Alors, sur le sujet de l'interopérabilité, je disais de passer d'un cloud à un autre. Est-ce qu'on avance un peu aussi sur ce sujet ? Oui, il commence à y avoir des référentiels, des standards. Alors, il faut savoir qu'au sein de par exemple, du CSF, au sein du contrat, on a des chantiers autour de la définition de standards d'interopérabilité. Le but étant, on a aujourd'hui un écosystème français qui est très parsemé, avec des solutions qui sont solides et des usages qui sont très bons, mais on est encore beaucoup chacun dans notre coin, et l'objectif du CSF, c'est de créer un écosystème qui collabore mieux ensemble, et ça passe par une interopérabilité, des standards. Voilà, donc c'est un sujet qui se renforce. Et c'est aussi quelque chose qu'on peut imposer à travers une réglementation. Philippe Latombe, cette interopérabilité, elle est nécessaire pour que le marché soit plus fluide, plus ouvert? Alors, oui, elle est souhaitable, et d'ailleurs le DMA et puis le SREN l'imposent, mais la loi, ou en tout cas la réglementation, ne peut pas descendre jusqu'à la définition de ce que sont les standards. Là, ce sont vraiment les entreprises qui doivent se mettre d'accord entre elles, qui doivent se rapprocher les unes des autres pour définir les normes. Ensuite, que la loi le valide en disant nous avons besoin d'utiliser tel type de référentiel, oui, mais c'est vraiment un travail que l'écosystème doit faire. Et là, c'est à mon tour, moi, d'être content que l'écosystème ait envie de travailler ensemble pour définir ces standards. Le législateur ne peut pas imposer ces standards ex nihilo sans ce travail préalable. Et le fait que les entreprises le fassent, c'est un très bon signe. C'est à saluer, parce que régulièrement, l'Europe nous dit vous, les Français, vous avez des grands principes, mais vous ne travaillez pas dans les groupes de travail sur les standards, les normes, vous ne mettez pas les doigts dans la technique. Bah, pour une fois, la France est en avance à la fois sur la transposition du Data Act, et aussi sur la qualification des standards et leur définition. Et donc, c'est vraiment les deux qui vont de pair. Et il reste un troisième élément, c'est l'investissement, parce que pour avoir une véritable indépendance technologique, il faut qu'on investisse dans nos propres technologies aussi. Vous voyez des signaux positifs ? Il faut surtout des marchés. En fait, on n'attend pas de l'aumône, même si en fait les financements sont les bienvenus, mais on attend surtout en fait des marchés et du coup un fléchage des marchés. Donc là, la doctrine Cloud Centre va dans le bon sens, avec une loi l'immunité loi extraterritoriale qui permet de favoriser les sociétés européennes. Mais en effet, on attend un fléchage et un fléchage des marchés pour avoir une surface en fait beaucoup plus importante. Ça aussi, c'est un cheval de bataille, Philippe Latombe, le fléchage. Ah oui, il faut absolument que les marchés publics aujourd'hui soient ouverts vers les entreprises européennes. Je note par contre là un vrai mauvais signe donné par la Commission européenne, notamment en attribuant des marchés à Oracle et à d'autres hyperscalers américains ou étrangers. Je pense que vraiment, je l'avais mis dans mon rapport sur la souveraineté, et ça fait consensus, entre 1 euro de subvention et 1 euro de chiffre d'affaires, l'effet des multiplicateurs est quasiment de 1 pour 8. C'est-à-dire qu'1 euro de chiffre d'affaires, c'est quasiment 8 euros de subvention. Donc, il y a vraiment là de l'argent public à économiser et une filière à encourager. Merci beaucoup Philippe Latombe, député MoDem de la première circonscription de Vendée, et Sébastien Lescope, PDG de Cloud Temple. Merci pour vos éclairages. Merci. Eh bien, on va se quitter avec le biomimétisme aujourd'hui. Comment la nature peut inspirer de nouvelles technologies, c'est notre rendez-vous avec le biomimétisme, rendez-vous que j'ai installé au tout début de Smart Tech, dont je suis très heureuse. Alors aujourd'hui, c'est Jonas Arvidsson qui va nous en parler. Il est responsable de lancement partenariat chez Bioxégie, mais il va plus précisément nous parler du lien entre la truffe des chiens et la filtration d'air. Bonjour Jonas. Peut-être déjà donner un peu de contexte sur la race canine, qu'est-ce qu'on doit savoir sur les chiens aujourd'hui et sur l'air. Oui, tout à fait. Alors du coup, on va s'intéresser au chien. Donc le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. C'est un animal qu'on connaît tous très bien. C'est une des premières espèces à avoir été domestiquée par l'homme. Donc ça remonte au Paléolithique, ça remonte à il y a 35 000 ans, quand l'homme
s'approche pour la première fois en fait du loup gris, parce qu'il ne faut pas oublier que le chien c'est une sous-espèce du loup gris qui, avec le temps, avec l'évolution, la sélection, le contact à l'homme, a donné le chien qu'on connaît et qu'on aime aujourd'hui. Le chien aujourd'hui c'est l'animal préféré domestique des Français, hein. C'est plus de 8 millions de chiens en France et c'est un animal qui a été domestiqué pour plusieurs raisons. C'est un animal de compagnie évidemment, mais c'est aussi un animal de travail, un animal de service, puisqu'évidemment, le chien, donc de base, c'est un animal qui était utilisé pour se défendre, pour chasser, mais aussi pour chercher des truffes, par exemple. Et c'est un peu là où on veut en venir, hein. C'est son excellent odorat, en fait, hein, qui nous rend beaucoup service. Aujourd'hui, encore plus, c'est des services qui sont encore plus diversifiés. On pense, par exemple, à la recherche et au sauvetage de personnes. On pense à la détection d'explosifs, la détection de stupéfiants. On pense par exemple aussi à la détection de maladies. Certains chiens sont dressés pour détecter des cancers, par exemple, rien qu'à l'odorat, ou même des punaises de lit. Donc c'est des services extrêmement diversifiés que le chien nous rend avec son odorat qui est du coup surdéveloppé. C'est un peu à ça qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Et son odorat, du coup, il est surdéveloppé pour plusieurs raisons. Et comme vous le disiez, donc une des raisons à laquelle on va s'intéresser, c'est sa capacité à filtrer l'air. Alors Donc la filtration de l'air. Hein, parlez-nous de sa truffe précisément. Comment elle est constituée? Justement, on va y arriver, on va y venir justement. La truffe du chien, donc, elle lui permet justement de filtrer l'air, hein, et c'est à ça qu'on va s'intéresser. C'est un organe qui est tout à fait intéressant. Déjà, pour vous donner un ordre de grandeur, l'odorat du chien, il est 1 million de fois plus développé, plus efficace que celui de l'humain. Donc, c'est un chiffre qui peut paraître un peu absurde, voire vertigineux, mais c'est réellement le cas. Et donc, pourquoi est-ce que son odorat est tellement plus développé? Alors, en réalité, il y a plusieurs réponses à cela. Mais donc, du coup, on va s'intéresser à sa truffe, donc à la partie extérieure de son appareil olfactif, qui a une structure tout à fait particulière, notamment une muqueuse olfactive qui est 50 fois plus grande en fait que celle qu'on va retrouver chez l'homme. Et du coup, en fait, sa structure, elle est composée par des canaux qui sont micrométriques, qui sont juxtaposés, qui sont enchevêtrés, emmêlés, qui sont très sinueux, très tortueux. Finalement, on a un peu cette structure un peu en labyrinthe avec des virages très serrés, comme on voit à l'écran. Et cette structure, en fait, elle permet de filtrer l'air, parce qu'en fait, l'air va passer très facilement à travers ces canaux, hein, ça n'empêche pas le passage de l'air, le chien peut respirer tout à fait normalement. En revanche, les particules fines en suspension dans l'air, les pathogènes notamment, mais aussi les poussières, les choses comme ça, elles vont venir se heurter aux parois de ces canaux micrométriques, et du coup, ne pourront pas poursuivre leur chemin. Et donc, c'est ainsi que la truffe du chien, justement, va venir filtrer l'air qu'il respire. Alors, parlez-nous de ces travaux de chercheurs pour concevoir justement un filtre bio inspiré par la truffe des chiens. Alors justement, en effet, c'est une source d'inspiration très intéressante pour les chercheurs et les biomiméticiens. Et en effet, une équipe de recherche américaine de l'université de Cornell s'est penchée sur ce sujet pour s'inspirer justement de cette structure, de la propriété de la truffe de chien, pour imaginer un filtre à air qui soit bio-inspiré, plus efficace, plus performant. Alors là, on le voit à l'écran, hein, c'est une structure qui reprend ce principe que je décrivais à l'instant. Donc c'est une sorte de cylindre en fait avec des canaux qui reprennent le même principe, qui sont donc juxtaposés, qui ont tous des formes différentes, hein, qui sont microscopiques, mais qui sont aussi en fait un peu avec cette structure sinueuse, donc avec des angles droits qui prennent des virages assez serrés et qui vont permettre le passage de l'air, mais qui vont emprisonner en fait les particules en suspension, donc aussi les pathogènes et les poussières, les choses comme ça. Merci beaucoup. Alors, Jonas Arvidsson. Je suis désolée, on arrive à la fin de cette émission. Donc vous nous expliquez comment on peut construire un filtre à particules différemment en étant bio-inspiré. Merci encore. Je rappelle que vous travaillez pour l'entreprise Bioxégie. C'était Smart Tech, votre émission fidèle sur les questions du numérique et de technologie et d'innovation. On se retrouve très vite.